Le 11 novembre 1880. Le soleil se lève à peine sur Melbourne. Devant la plus vieille prison de la ville, la tension est palpable. 5000 personnes s'écrasent contre les lourdes portes en fer. L'air est froid. La foule retient son souffle. Pourquoi une telle agitation? Ils ne sont pas là pour protester, mais pour voir quelqu'un mourir. Certains serrent fort des tickets dans leurs mains, un simple morceau de papier qui donne le droit de regarder la mort en face. De l'autre côté du mur, l'ambiance est glaciale. On entend le bruit des chaînes racler le sol en pierre. Un homme, les fers aux pieds, attend sa dernière heure. Il marche difficilement dans sa cellule humide. Ce n'est pas un détenu ordinaire, c'était Edward Ned Kelly, le hors-la-loi le plus légendaire du continent. À première vue, un criminel traqué par la police, mais en réalité, un héros vénéré par les pauvres. Ses crimes avaient à couper l'Australie en deux, d'un côté la loi, de l'autre la rue. Mais les débats étaient infinis. Dans 60 minutes, le bourreau actionnerait le levier. Le corps allait balancer au bout d'une corde. Il fallait faire vite. Décembre 1854. Dans la poussière de Beveridge, une menace est née. C'est ici, dans l'État de Victoria, qu'est apparu l'enfant qui allait terroriser l'Australie coloniale. Ned Kelly. Pourquoi est-il devenu l'ennemi public numéro 1? Certains disent qu'il était mauvais dès le berceau. Mais les faits racontent une autre histoire. Son enfance a commencé par un acte de bravoure pure. Il a sauvé un garçon de la noyade. Pas d'hésitation, juste l'instinct. Pour cet acte, il a reçu une écharpe de soie verte. Ce n'était pas un simple morceau de tissu. C'était la preuve qu'il pouvait être un héros. Mais le destin avait d'autres plans. Edward n'a pas grandi dans la paix. Son père, John Red Kelly, noyait ses démons dans le whisky bon marché. L'odeur de l'alcool imprégnait les murs de la maison. Sa mère, Ellen Quinn, se battait seule contre la misère. 8 bouches à nourrir. 8 enfants affamés qui attendaient un repas qui ne venait pas toujours. La famille Kelly attirait l'attention de la police comme des mouches sur une plaie. Ils déménageaient sans cesse, de ville en ville, toujours en fuite, toujours suivis. À première vue, une famille pauvre en difficulté, mais en réalité, des cibles mouvantes pour les autorités. La loi ne leur laissait aucun répit. Le père de Ned a volé un simple veau. La sentence est tombée immédiatement. 6 mois de travaux forcés. La famille n'avait même pas de quoi payer l'amende pour éviter la prison. L'oncle de Ned n'a pas eu plus de chance. Condamné pour incendie criminel. D'abord la mort, puis les travaux forcés. Sur les registres de l'époque, on lit « Des noms marqués au fer rouge par la justice coloniale ». La spirale était enclenchée. Mais ce n'était que le début de la chute. À 14 ans seulement, l'enfance de Ned s'est arrêtée brutalement. Il a rencontré Harry Power, un bushranger vétéran, un criminel endurci. Harry a pris le garçon sous son aile. Il en a fait son apprenti. Ensemble, ils ont écumé le nord-est du Victoria. Avril 1870. Des vols à main armée. Des embuscades sur les routes défoncées. Ned apprenait vite le métier des armes. La première arrestation fut brutale et étrange. Une altercation avec un marchand de porc chinois. Ned lui a pris 10 shillings, une somme dérisoire. Mais le marchand ne s'est pas laissé faire. Il l'a frappé avec un bâton. Ned a fini au sol, capturé, emprisonné. À l'image, les rapports de police décrivent un adolescent turbulent. 2 charges de vol ont été abandonnées par manque de preuves. Pourtant, le système avait planté ses griffes. Il ne le lâcherait plus. La situation a empiré très vite. Une nouvelle arrestation pour un cheval volé a tout fait basculer. Ce n'était plus une simple interpellation, c'était un passage à tabac en règle. Le policier n'a montré aucune retenue. Il a frappé Ned avec une férocité inouïe. Les coups pleuvaient, le bruit des impacts résonnait dans la rue. Le crâne de l'adolescent s'est ouvert sous la force des coups. Ce n'était plus de la peau, c'était une masse de chair à vif et sanglante, 9 points de suture. C'est ce qu'il a fallu pour refermer la plaie. La violence de l'État venait de créer un monstre. 9 points de suture sur une masse de chair à vif. C'était le bilan physique de la première escarmouche. La police avait déclaré la guerre au clan Kelly. Kelly a décidé de rendre les coups au centuple. Avril 1878. Le point de non-retour est franchi. L'agent Alexander Fitzpatrick arrive à la ferme familiale. Son objectif est simple, arrêter Dan, le frère cadet, pour un vol de chevaux. Mais l'arrestation dérape. Que s'est-il passé dans cette maison? 2 versions s'affrontent. Selon la police, Ned a défoncé la porte. Il a fait feu. La balle a manqué la tête de l'officier, mais a fracassé son poignet. Dans la confusion, Helen, la mère, a abattu une pelle sur le crâne du policier. La famille Kelly raconte une autre histoire. Pourquoi cette violence soudaine? Fitzpatrick aurait fait des avances sexuelles à Kate. Elle n'avait que 14 ans. Ned n'aurait fait que défendre l'honneur de sa sœur, mais la justice n'a pas écouté.
Helen Kelly a été condamnée à 3 années de prison ferme pour complicité de tentative de meurtre. Une peine brutale. Ned et Dan n'ont pas attendu leur tour. Ils ont disparu dans le bush. Joe Byrne et Steve Hart les ont rejoints. Ce n'était pas une fuite désespérée. Ils préparaient une action qui allait ébranler la colonie tout entière. 26 octobre 1878, Stringy Bark Creek, à première vue, un campement de police ordinaire au milieu des arbres. Mais en réalité, un terrain de chasse mortel. 4 officiers sont sur place, le sergent Michael Kennedy et les agents Longan, Scanlon et McIntyre. Ils traquaient le gang Kelly. Ils ignoraient que la mort les observait déjà à travers les feuillages denses. 17 heures. Les ombres s'allongent. Le gang surgit du néant comme des fantômes. L'agent Longan réagit. Il porte la main à son étui. Trop lent. Ned tire. L'homme s'effondre, mort sur le coup. McIntyre se fige. Il lève les mains, les yeux rivés sur le canon noir des fusils. Kennedy et Scanlon reviennent de patrouille. Ils tombent directement dans l'embuscade. Aucune sommation. Scanlon refuse de se rendre. Ned le crible de balles. Kennedy tente de lever les mains en signe de reddition. Le feu ne s'arrête pas. Ned s'avance, il arme son fusil de chasse, le coup part à bout portant dans la poitrine du sergent. Le rapport décrit la scène finale. Les corps gisent au sol. Longan a une balle logée dans l'œil droit. Scanlon a reçu 4 impacts. Kennedy a subi 2 tirs mortels. Les cadavres ont été fouillés. Les valeurs et les armes ont disparu. 3 policiers abattus froidement. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La colonie a hurlé de rage. La peur a gagné les villes. Le gouvernement a réagi immédiatement. Le gang Kelly est officiellement déclaré hors la loi. Cela signifiait une chose précise. N'importe quel citoyen pouvait les abattre à vue sans aucune conséquence légale. Des récompenses massives ont été affichées sur tous les murs. Mais Ned et ses hommes ne se sont pas terrés comme des animaux traqués. Ils sont passés à l'offensive. Décembre 1878. Le gang passe à l'offensive. Ils entrent dans la ville de Roa. Ce n'est pas une simple visite. Ils prennent d'assaut le poste de police. Ils capturent des otages dans une ferme voisine. Puis, le silence. Ils coupent les câbles télégraphiques. Un geste précis. La ville est instantanément coupée du monde extérieur. Personne ne peut appeler à l'aide. Ils marchent ensuite droit vers la Banque nationale. Ils vident chaque coffre. Ils raclent chaque tiroir. Ils repartent avec plus de 2000 $ en or et en billets. Les autorités étaient humiliées. Mais le gang avait besoin de liquidités. Le 10 février 1880, ils frappent la ville de Gérilderi. Cette fois, l'audace est totale. Ils prennent la caserne de police et enferment les officiers à l'intérieur de leur propre cellule. Ned Kelly ne se cache pas. Il enfile un uniforme de police volé. Il se promène dans la rue principale, en plein jour. Pendant que la ville assiste à la messe, le gang retient le personnel de l'hôtel en otage. Puis, ils attaquent la banque voisine. 2141 $ volés. Pourquoi Ned a-t-il pris le temps de trier les papiers? Ce n'était pas pour l'argent. C'était une déclaration de guerre politique. Il a brûlé les hypothèques. Il a détruit les dossiers de prêt. À l'image, la fumée des dettes des pauvres qui monte vers le ciel. Il a déclaré que les banques saignaient le peuple. Pour les fermiers en difficulté, le gang Kelly devenait des héros populaires, des guerriers anti-système face à l'oppression coloniale. Mais pour le gouvernement, c'était au des tueurs froids. L'ordre était clair, les arrêter par tous les moyens. Ned savait qu'il était condamné. Il a alors conçu quelque chose d'inédit dans l'histoire criminelle. À première vue, de simples versoirs de charrues en fer. Mais en réalité, la matière première d'une forteresse mobile. Le gang a forgé des armures par balles. Chaque costume pesait plus de 40 kilos. Plastron, dossières, épaulières, tabliers, casques. Le fer faisait 6 mm d'épaisseur. Les casques ressemblaient à des boîtes de conserve avec des fentes minuscules. Une vision tunnel pour le tireur. Ned portait le prototype avec des épaulières uniques. Il devait être sûr. Le gang a testé l'armure à bout portant. Sur le métal, on voit encore la marque inversée de la balle. L'impact n'a pas percé. Ces costumes pouvaient arrêter les tirs directs. Ils transformaient les hors-la-loi en chars d'assaut vivants. Le 26 juin 1880, la violence monte d'un cran. Le membre du gang Joe Byrne abat l'informateur Aaron Sherritt. On entend la détonation du fusil de chasse, gorge et poitrine. Le traître s'effondre. Ned savait que la police réagirait. Des renforts allaient arriver par le rail. Son plan était radical. Faire dérailler le train, massacrer les survivants, brûler la caserne, déclencher le chaos. Ils se sont rassemblés à la gare de Glen Rowan. Les armures étaient attachées sur leur corps. Même les chevaux de bas portaient des plaques de protection. Ned a payé des ouvriers pour endommager les rails. Le piège était en place.
Mais le facteur humain est imprévisible. Un instituteur a réussi à alerter le train de police en approche. Pas de déraillement. Au lieu d'un massacre facile, Ned s'est retrouvé face à une confrontation directe. Le siège de Glen Rowan commençait. Le plan de faire dérailler le train a échoué. Au lieu d'une embuscade, Ned Kelly a fait face à une confrontation directe. Le siège de Glen Rowan a immédiatement basculé dans le chaos. Ce n'était plus une opération de police, mais un champ de bataille. Les coups de feu explosaient de toutes parts. Ned a encaissé des impacts multiples, au bras gauche, à la main et aux pieds. Mais il n'était pas la seule victime. 2 otages se sont effondrés, fauchés par les tirs croisés. Joe Byrne a reçu une balle de la police en pleine poitrine. Le coup a été fatal. Perdant beaucoup de sang, Ned a vacillé vers le bush, derrière l'auberge. Le cordon policier a encerclé le bâtiment. L'issue semblait certaine. Pourquoi les policiers ont-ils cessé de tirer? Ils étaient habitués aux criminels endurcis, mais ce qui a émergé de la brume a glacé leur sang. À l'aube du 28 juin, une silhouette est sortie du brouillard matinal. Les vapeurs montaient du sol. Un témoin a décrit la scène avec effroi. Cela ressemblait au fantôme du père d'Hamlet, une créature sans tête, juste un cou immense et épais. Ce n'était pas un homme, c'était le diable de fer. Ned Kelly est revenu à la charge. Enfermé dans son armure artisanale, il a attaqué le flanc arrière des forces de l'ordre. Les rapports indiquent qu'il tirait avec 3 armes de poing simultanément. Le combat a duré 30 longues minutes. Ned avançait, luttant pour rester debout sous le poids écrasant de l'acier. Les balles de la police ricochaient sur son plastron et son casque. Le métal résonnait à chaque impact. À première vue, un monstre invulnérable, mais en réalité, une cible facile pour qui savait viser bas. Les officiers ont compris la faille technique. Ils ont abaissé leurs canons. 2 décharges de fusils de chasse ont déchiré ses jambes et ses cuisses, laissées sans protection. Le géant de fer s'est écrasé au sol dans un bruit sourd. La police a immédiatement donné l'assaut. Ils ont mis le feu à l'auberge. À l'image, les flammes dévorent la structure en bois. À l'intérieur, les agents ont découvert les restes calcinés de Dan Kelly et Steve Hart. Se sont-ils suicidés pour éviter le brasier? Ont-ils été abattus? Personne ne le sait. Ned Kelly restait le seul survivant. La corde l'attendait. Le 19 octobre 1880, le procès s'est ouvert à Melbourne pour le meurtre des agents de police. Le verdict est tombé comme un coup près. Coupable. La sentence. La mort par pendaison. Le juge Sir Redmond Barry a prononcé la formule rituelle « Que Dieu ait pitié de votre âme ». Ned a fixé le magistrat. Sa réponse a glacé la salle d'audience. « J'irai un peu plus loin que cela et je dis que je vous verrai là-bas, où je vais. » Ce n'était pas une menace en l'air. 12 jours plus tard, le juge Barry était mort. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une pétition a circulé dans tout le pays. 32 000 signatures réclamaient la grâce de Ned. Des manifestants se sont massés devant la prison. La foule grondait. Mais le 3 novembre, les autorités ont tranché. L'exécution a été programmée 8 jours plus tard à la vieille prison de Melbourne. Il n'y avait plus de retour en arrière. La veille de sa mort, Ned a posé pour une dernière photographie. Un souvenir pour sa famille. Sa mère, Hélène, elle-même incarcérée, a obtenu un droit de visite. Elle l'a regardé dans les yeux et lui a donné son dernier ordre « Meurs comme un Kelly ». Le 11 novembre 1880, le bourreau était prêt, 9 heures du matin. Les gardes ont retiré les lourds fers qui entravaient les jambes de Ned. Il a traversé les couloirs de la prison, escorté par un aumônier. Le bruit des pas résonnait sur le sol froid. En passant devant le jardin, le condamné s'est arrêté. Les fleurs étaient en pleine éclosion. Ned a remarqué leur beauté. C'était la dernière chose vivante que ses yeux verraient. Pourquoi 5000 personnes se pressaient-elles dehors? Elle n'était même pas là pour protester. Mais la soif de sang était plus forte que la compassion. Certains spectateurs tenaient des billets d'entrée comme pour une pièce de théâtre. À l'image, des enfants sont visibles, serrés au premier rang de la foule. L'ambiance était étouffante. À l'intérieur de la chambre d'exécution, une simple poutre en bois soutenait la corde. L'espace était vide. Seul le sous-shérif, le médecin et quelques officiels se tenaient près de la trappe. Les autres témoins s'entassaient dans les couloirs en contrebas, tendant le cou. Mais l'attente a pris fin. À 10 heures précises, le bourreau est entré. À première vue, un homme ordinaire de 60 ans. Mais en réalité, un exécuteur froid qui ne prenait même pas la peine de se masquer. Il a saisi les bras de Ned. Il les a sanglés fermement au niveau des coudes. Le condamné était totalement immobilisé. Un prêtre se tenait à ses côtés, brandissant un large crucifix. Le bourreau a passé la corde sur la poutre au-dessus de sa tête. Il a ajusté le nœud coulant autour du cou. Les historiens se disputent encore sur ces derniers mots.
Certaines sources affirment qu'il a dit sèchement « Telle est la vie ». D'autres rapportent une phrase plus résignée « Eh bien, je suppose que ça devait finir ainsi ». Une troisième version suggère qu'il voulait prononcer un discours, mais il est resté muet. 10h05. La trappe s'est ouverte sous ses pieds. Edward Ned Kelly a plongé dans le vide. On a entendu le bruit sec de la nuque qui se brise. Une chute de 2,40 m. La mort a été instantanée. Les gardes ont retiré la cagoule. Le visage du mort était placide. Aucune décoloration sur la peau. On voyait seulement une fine marque de corde sous l'oreille gauche. 30 minutes plus tard, ils ont descendu le corps. Ils l'ont chargé dans un chariot d'hôpital et l'ont emmené vers la morgue. Le bandit le plus célèbre de l'histoire australienne avait disparu. Mais la mort n'était pas la fin de Ned Kelly. Ce n'était que le début d'un parcours macabre qui allait durer plus d'un siècle. Quelques heures seulement. C'est le temps qu'il a fallu pour transformer un cadavre en icône. Le corps du condamné était encore chaud quand Maximilian Kreitmayr est entré dans la pièce. Il n'a pas perdu une seconde. Il a rasé le crâne, il a rasé la barbe, puis il a appliqué le plâtre humide sur le visage de Ned Kelly. Le résultat a surpris tout le monde. Pas de rictus de douleur, pas de terreur. À l'image, le masque mortuaire révèle une vérité troublante. Ned Kelly semblait en paix. Ses yeux étaient restés ouverts et brillants. Aucune trace de souffrance visible. Le corps a ensuite été enterré sommairement dans la cour de la prison de Old Melbourne. Mais le repos n'a pas duré. En 1929, les autorités ont décidé de fermer la prison et de déplacer les tombes. Une opération de routine qui a viré au cauchemar absolu. Les ouvriers ont commencé à excaver le site, le bois pourri du cercueil a craqué. Les os se sont déversés sur le sol en béton. Pourquoi la foule s'est-elle comportée ainsi? On pourrait croire au respect pour le défunt. Mais l'appât du gain était plus fort que la décence. Une foule hystérique a envahi le chantier. Des écoliers, des passants. Ils ont brisé le cordon de sécurité. Chacun voulait son morceau de légende. Ils ont arraché des fémurs, ils ont volé des vertèbres, un pillage en règle. Le contremaître Lee a réagi vite. Il a plongé dans la mêlée et a saisi le crâne avant qu'il ne disparaisse dans la poche d'un inconnu. Le Premier ministre de l'État de Victoria a immédiatement ordonné une enquête. Il a supplié les citoyens de rendre les ossements volés. Personne n'a écouté. Le crâne n'est jamais retourné en terre. À première vue, une pièce à conviction macabre. Mais en réalité, un simple presse-papier. Il a trôné sur le bureau d'un détective comme un trophée de chasse. En 1931, il a fini à l'Institut australien d'anatomie à Canberra, une attraction touristique exposée par intermittence pendant 40 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1978, le crâne a de nouveau disparu, volé dans l'ancienne prison. Il s'est volatilisé pendant 3 décennies. L'année 2009 a apporté un faux espoir. Un fermier de l'Ouest australien a rapporté un crâne. Il pensait tenir Ned Kelly entre ses mains. Les experts ont lancé les analyses forensiques. Le verdict est tombé 2 ans plus tard. Ce n'était pas lui. Les tests ont révélé une autre vérité. Le crâne appartenait probablement à Frederick Deming, un tueur en série pendu en 1892. Mais la science avait une autre piste. En 2008, des archéologues fouillaient l'ancienne prison de Pentridge. Ils ont exhumé des restes humains oubliés. Le laboratoire a parlé. L'analyse ADN a confirmé l'identité. Mais il y avait une preuve encore plus irréfutable. Sur les os, on voit les traces d'impact de balles. Les blessures correspondaient exactement à la fusillade du siège de Glenrowan. C'était bien lui. Le corps était là, bien que la majeure partie du crâne reste introuvable à ce jour. En 2012, le gouvernement a enfin autorisé la restitution des restes à la famille. Le 20 janvier 2013, la boucle a été bouclée. Une messe de requiem a été célébrée. Puis, 132 ans après la corde, les os de Ned Kelly ont retrouvé la terre consacrée du cimetière de Greta. Il a été inhumé près de la tombe anonyme de sa mère. Cette fois, pas de risque de pillage. La famille a pris une mesure radicale. Ils ont coulé le cercueil dans un bloc de béton armé. Personne ne toucherait plus à ses os. Ned Kelly demeure l'un des criminels les plus clivants de l'histoire. Pour certains Australiens, c'est un héros rebelle qui a combattu une oppression coloniale corrompue. Pour d'autres, c'est un meurtrier vicieux. Il a abattu 3 policiers de sang-froid. C'est un fait que personne ne peut effacer. Mais son histoire a dépassé le simple banditisme. Elle symbolise une facette romantique et violente de l'identité australienne. L'expression « aussi brave que Ned Kelly » est entrée dans le langage courant. C'est la preuve que ce hors-la-loi a imprégné la conscience collective de la nation.
Cette rébellion incarne la quête d'identité d'un peuple entier après le déclin de l'Empire britannique. Les peintures emblématiques de Sidney Nolan l'ont figé dans l'art. Les livres et les films continuent de captiver le public mondial. L'histoire de Ned Kelly prouve une chose: les hors-la-loi les plus notoires deviennent souvent des légendes, craints et célébrés avec la même intensité. Ainsi s'est achevée la cavale du dernier bushranger.